La filière pêche et aquaculture au niveau français, c'est environ 65 000 employés. J'entends par là pêche, aquaculture, conchyliculture, mariage, transformation et détail. On comprend les poissonneries. La grande distribution, qui est un autre canal de distribution important, n'est pas comptabilisée dans les chiffres que je viens de vous donner. Donc 65 000 employés dans cette filière au total, dont 20 000 femmes. Donc les femmes en France représentent 30 à 32% de l'effectif dans les filières pêche et aquaculture. Ce qui est intéressant, c'est que 30-32%, c'est pas mince. Ce qui veut dire aussi que nous sommes une filière avec une assez grande diversité de genre, en fait. Ce n'est pas une filière quasi exclusivement masculine, comme parfois on le pense. Non, non, il y a plus de 30%, près d'un tiers, disons. Pour faire court, un tiers des effectifs sont des femmes. Le problème ou la particularité, c'est que ces femmes n'ont pas accès à tous les métiers. Et ça va être l'objet des discussions avec vous, je l'espère. Et il y a deux zones, il n'y en a pas que deux, mais je vais vous citer deux zones où les femmes n'ont pas vraiment accès pour un tas de raisons. C'est la pêche embarquée. Là, les effectifs sont extrêmement faibles. Et la deuxième zone où les effectifs des femmes sont également extrêmement faibles, ce sont les postes de décision dans les organisations professionnelles. Toutes branches confondues, hein, aquaculture, pêche bien sûr, mariage, poissonnerie. Et donc les femmes sont également absentes de ces zones, donc les postes de décision. Et il y en a d'autres qui ressortiront certainement au travers de notre conversation. Voilà pour quelques informations de cadrage. Donc, à nouveau, nous sommes ravis d'avoir cette réunion ici, à Lorient. Moi, particulièrement, parce que je suis lorientaise, parce que mon premier embarquement, je l'ai fait à Lorient. C'était un chalutier industriel de l'armement Gégo-Kéré à l'époque. Je vous passe les colibets lorsque je suis montée à bord du bateau, que les pauvres pêcheurs allaient faire quand même une marée de nazes parce qu'il y avait une femme à bord du bateau. Ceci dit, et j'y suis pour rien, ils ont fait une de leurs meilleures marées du début de saison, en fait. Et donc, vous voyez, je suis vraiment ravie d'être ici, à Lorient, pour parler de la place et du rôle que pourraient jouer et que joueront demain les femmes dans cette filière traditionnelle, on peut le dire. Rapidement, les métiers de la mer recrutent, on le sait, il y a un problème de recrutement dans la filière. Nous avons pris cette photo, enfin ce cliché, cet extrait de Ouest France de la semaine dernière. Donc c'est franchement tout frais. Et regardez la photo et regardez la légende. Est-ce que c'est assez gros? Est-ce que vous voyez la légende? Je vais vous lire la légende. Donc en haut, c'est Erquy, les métiers de la mer recrutent. Vous voyez donc ces jeunes gens, des hommes, 4 ou 5 femmes. La légende, c'est les jeunes hommes présents mardi à la Maison de la Mer. Donc la personne qui a placé la légende n'a même pas regardé la photo. Elle a dit les jeunes hommes présents à la Maison de la Mer. Parce que, évidemment, des jeunes futurs marins, ça ne peut être que des hommes. Bon, on est là pour en discuter avec vous. Ici, c'est une femme, une marine pêcheuse de Lorient, Kelly Noaik, et qui fait la couverture d'un document que l'association dont je m'occupe vient de sortir ce document. Pour ceux qui ont Internet, l'adresse pour obtenir ce document en français, c'est 80 pages sur ce thème et les événements liés à la place des femmes dans cette industrie, pêche et aquaculture, au niveau mondial. Et voici nos intervenants. Mais avant de les laisser se présenter eux-mêmes, je vais passer le micro à ma consoeur qui a eu cette idée géniale de
cette table ronde ou de cette rencontre pendant ITECMER. Et donc, Tamara, je te laisse exposer. Donc, je vais faire mes paresseuses, je ne vais pas m'élever. Je m'appelle Tamara Espinheira, comme vous pouvez voir pour mon accent, je suis bretonne d'adoption. Je viens de Galice. Ça fait 10 ans que j'habite en Bretagne. Mon premier événement international quand je suis arrivée en 2009, c'était ITECMER. Donc, on a un peu d'éternel retour dans cette intervention. Et je travaille pour une association de collectivités locales qui s'appelle les Villes Atlantiques. Et cette association, elle regroupe des collectivités locales de Cherbourg jusqu'à Las Palmas dans les Canaries. Les 4 pays, on verra pour les Britanniques dans quelques semaines. Et on fait 2 choses. Une, on défend nos intérêts auprès de l'Union européenne. Et je parle bien de défendre des intérêts parce que c'est pas d'où le vice, c'est de la défense d'intérêts publics. Pour moi, il y a une différence, elle est importante. Et autre, créer des projets entre nos collectivités membres avec des financements européens ou sans. Et aujourd'hui, on est dans un de ces projets sans. Juste avec les idées ou les ressources de nos propres villes. Donc aujourd'hui, je ne suis pas exactement ici en tant que ville atlantique, mais pour un projet qu'on appelle She4C. Et She4C, c'est un projet qui est né en 2016 afin de rendre plus visible le rôle des femmes dans les métiers maritimes, tous secteurs confondus. Aujourd'hui, c'est la pêche, mais on peut parler d'une autre dimension. Comment il est né, ce projet? En fait, en 2016, en mai, j'étais avec des collègues portugais dans une réunion sur l'alphabétisation maritime, c'est-à-dire comment on fait que les enfants et voire les adultes s'intéressent à la mer, et sachent nager, et sachent qu'est-ce que c'est un marais, sachent d'où viennent les poissons, etc. Et autour de la table, il n'y avait que des femmes. Bon, gémant, il y avait un monsieur et il servait des cafés. Donc j'ai attendu 2 minutes, voir si ça changeait. Parce qu'en 15 ans de métier des relations internationales, c'était bien la première fois qu'il n'y avait que des femmes autour de la table. Donc j'ai attendu 2 minutes et non, c'était vrai, il n'y avait que des femmes autour de la table. Et j'ai commencé à penser un peu, et c'était à l'époque de Emma Watson et le He for She. Donc j'ai commencé à tourner dans ma tête He for She for mère, mère à She, et je suis arrivée à She for She. Le mois suivant, on était à La Rochelle. On leur a présenté un plan fantastique qu'on a réussi grâce à la défense des intérêts publics pour l'Atlantique, qui s'appelle la stratégie maritime atlantique. Et le secteur maritime de La Rochelle était ravi. C'est très bien, Tamara, ce que vous avez réussi à faire. La Commission européenne vous écoute. Il y a des fonds disponibles, il y a des idées, mais il y a Annie qui manque de bras. Donc, c'est très bien tout ce que tu proposes, mais on ne pourra pas. Et à partir de ces idées qui paraissaient différentes, on a commencé à dire, bon, ça serait bien que les villes atlantiques se penchent sur la question. Et on commence à traiter le sujet de l'attractivité de métiers maritimes. Parce que sinon, tout ce qu'on va défendre aux questions maritimes, des corridors de transport jusqu'au quota des pêches, ça va être creux, parce qu'il n'y aura pas des gens pour le faire. D'où qu'on se soit impliqué dans ces projets She4C et que tous les ans, on ait 1 ou 2 séminaires dans des événements internationaux avec des expertes comme Marie-Christine, avec laquelle c'est la 2e fois que je suis autour d'une table, et pour essayer de savoir quels sont les obstacles, les avantages, les opportunités qu'on a pour ouvrir la porte des métiers maritimes aux femmes. Et comme je disais, rendre aussi la visibilité de celles qui travaillent déjà dedans. On a un blog sur Euractiv. Euractiv, c'est le journal le plus important de les affaires européennes, au moins en ligne. Et on a un blog où on essaye d'interviewer des profils des femmes qui sont déjà dans les métiers. Donc, d'où l'intérêt de rencontrer les femmes, d'aller à la rencontre des gens, de faire des séminaires, etc. etc. Et voilà un peu la raison pour laquelle vous êtes tous aujourd'hui ici. Je remercie beaucoup les intervenants d'avoir accepté de venir et de nous donner leur point de vue.
le Salon Atecmer de l'opportunité de visibiliser notre projet C4C et à Marie-Christine tout le soutien logistique et intellectuel pour ce séminaire. Et on peut commencer si tu veux, Marie-Christine. Merci Tamara. Merci beaucoup. Sans plus attendre, on va rentrer dans le sujet. Je rappelle juste un tout petit peu l'objectif de cette réunion, c'est d'essayer de comprendre où sont les femmes aujourd'hui et où elles pourraient être demain dans les secteurs pêche et aquaculture. Et je pense qu'à travers la discussion avec vous, la salle, bien sûr, on va essayer d'identifier quels sont les points de blocage peut-être et quelles sont les pistes ou les innovations qu'on pourrait ensemble développer. L'idée, c'est vraiment de brainstormer, de réfléchir ensemble, en fait. Nous allons passer la parole à un représentant de l'État, du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Monsieur Bouvier, nous vous laissons vous exprimer. Merci. Bien, merci. Bonjour à tous. Je suis Laurent Bouvier, le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture. Donc, comme vous voulez le rappeler, la pêche et l'aquaculture, la pêche maritime et l'aquaculture dépendent du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ça a été un retour, en fait, dans ce ministère en 2017. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Également rappeler que le ministre est particulièrement attentif aux échanges qui auront lieu, qui lui sont rapportés, parce qu'on est preneur de toutes les bonnes idées de ce qui pourra ressortir d'un brainstorming, comme vous l'expliquiez à l'instant, qu'il a soutenu cette initiative, l'organisation de cette table ronde, et qui est à vos côtés dans les publications que vous avez déjà mis en ligne, hein, on va essayer de vous accompagner le mieux que nous pourrons. Si on en revient plus précisément d'abord au sujet qui est celui de l'égalité et de la diversité en général, parce que je voudrais quand même dire juste un mot au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est qu'évidemment, ce ministère souhaite également être un petit peu en pointe et accompagner tout ce qui est mis en place. Le ministre a décidé que ce ministère serait labellisé pour le label Égalité et Diversité. Et évidemment, au sein du ministère, à l'extérieur, notamment pour la pêche. Si on redonne rapidement quelques chiffres, pas trop, pour montrer en quelque sorte quelle est la mixité qui existe aujourd'hui au niveau de la pêche femmes-hommes. Alors volontairement, j'ai pris deux indicateurs un peu extrêmes, ceux de la grande pêche et de la pêche au large. La grande pêche, c'est plus de 30 jours et la pêche au large, c'est entre 96 heures et 30 jours. Alors, je l'ai sous les yeux, donc je vais les citer quand même. Sur la grande pêche, 24 femmes en 2016 travaillaient dans la grande pêche. C'est quel ratio? C'est 0,5% des effectifs. Voilà, ça vous donne une première idée. Sur la pêche au large, c'est un peu plus, c'est 1,7%. Pêche au large, 96 heures à 30 jours. On retrouve alors davantage de femmes qui travaillent dans l'aquaculture, par exemple, si on fait un peu le parallèle, c'est 33% environ. Puis ensuite, dans les métiers qui se trouvent à terre. Cette forte différence ne se constate pas seulement en France, mais au niveau international. Vous l'avez souligné, on vit aussi avec un certain nombre de schémas mentaux, de représentations, d'idées préconçues a priori. Et vous avez, je crois, réalisé une étude pour le compte de la FAO il n'y a pas très longtemps, qui montrait également quelle était la situation des femmes au plan international dans le secteur de la pêche. On a essayé de faire progresser le sujet, d'abord sur le plan législatif et réglementaire, puisqu'il y a bientôt une vingtaine d'années, on a donné un statut, qui est le statut de conjoint collaborateur, de façon à reconnaître le travail des femmes, qui était un peu anonymisé, invisible auprès des patrons de pêche, parce qu'elle n'existait pas. Elle travaillait dans l'ombre, mais elle n'avait pas de couverture sociale, elles n'avaient pas vraiment de droits, elles n'étaient pas rémunérées, enfin, etc. C'est quelque chose qui a apporté un progrès, mais qui n'est pas peut-être suffisamment développé. Qu'est-ce qu'on peut dire pour aborder cette question? Et puis peut-être que ça suscitera les autres échanges et puis des questions dans la salle. C'est que probablement, il y a eu des progrès technologiques qui ont été faits dans le domaine de la pêche sur les bateaux en particulier, qui ont été beaucoup plus rapides que les progrès dans les mentalités, où les avancées sont un peu plus à retardement. On a souvent mis en avant, et c'est peut-être les hommes qui l'ont davantage fait que les femmes, les conditions de vie à bord, l'économie, la sécurité, les difficultés. Peu souvent, dans les témoignages de femmes, nous-mêmes, nous en avons produit quelques-uns, ces aspects-là sont spontanément cités par les femmes qui sont à la pêche. Ce sont plutôt des aspects qui sont mis en avant par les hommes. Or, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Un rapport du Conseil économique et social et de l'environnement en 2014 montrait déjà ces questions-là et montrait les réponses qui avaient été proposées. Donc tout ça, ça ne suffit pas. Il faut aller un peu plus loin. Et pour l'État, en tout cas pour le ministère de l'Agriculture, ce que nous essayons de faire depuis, on va dire, ces dernières années,
Alors j'oublie certainement ce qui a été fait avant, mais je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ce que nous avons réalisé avec les deux ministres, Stéphane Travert et Didier Guillaume, donc assez récemment. L'année dernière, le ministre Stéphane Travert, qui est un ministre qui s'intéresse beaucoup à la pêche, puisque c'est un connaisseur de la mer, avait voulu organiser un événement national sur l'attractivité des métiers de la pêche et de l'aquaculture. D'abord pour les faire connaître. La question de fond qui se pose, indifféremment de la mixité, c'est d'abord de l'attractivité de ces métiers. De quoi parlons-nous quand nous parlons des métiers de la pêche? Comment sont-ils connus et par qui? Et ce qui avait été apporté par les témoignages, c'est qu'il y avait une très forte méconnaissance de ces métiers de la part des terriens qui étaient quand même intéressés par ces métiers en mer et qu'aujourd'hui, paradoxalement, il y avait un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes qui habitaient sur les littoraux et qui avaient tendance à aller moins facilement vers ces métiers ou en tout cas qui les léchaient une fois sortis de l'école. Donc, ce qu'on a fait, j'en resterai là, et puis on reprendra d'autres exemples si vous le voulez après, quelques portraits, et on a commencé au Salon de l'Agriculture cette année, en début d'année. On a fait une table ronde avec des femmes uniquement. Il y avait 6 femmes qui travaillaient dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Il y avait des jeunes femmes qui étaient diplômées, qui étaient sorties de l'école, et puis il y avait aussi des femmes qui avaient choisi de se reconvertir professionnellement, qui avaient des métiers d'ingénieurs, d'architectes, et qui avaient laissé la vie dans les grandes villes pour revenir en bord de mer et travailler dans le domaine de la pêche côtière, ou dans le domaine de l'aquaculture. On a également fait quelques portraits dans nos publications. Et puis, pour le moment, j'en terminerai juste par ça. Je citerai une très belle étude, une très belle publication qui a été faite en 2016-2017 par l'ONICEP et par la Direction des Affaires Maritimes, c'est-à-dire ce sont nos collègues du ministère de l'Écologie, qui ont consacré beaucoup de portraits sur les métiers de la mer, et notamment sur des portraits de femmes qui travaillent dans le domaine de la pêche. Merci, Monsieur Bouvier. Autorisez-moi à rappeler tout de même que sur le site du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, depuis septembre de cette année, on y trouve une vidéo qui fait un peu insulte aux femmes. C'est une vidéo sur l'attractivité des métiers de la pêche et de l'aquaculture, où 9 professionnels sont interviewés, il n'y a pas une seule femme. Et une 50aine de personnes sont en photo, en action, et il n'y a toujours pas une seule femme. Donc, je loue les efforts que vous faites, mais je me dis qu'il y a encore du travail. Je vous laisse représenter. Il veut peut-être répondre. Monsieur Bouvier, bien sûr. Écoutez, c'est difficile de répondre après ce témoignage, surtout si la vidéo est en ligne sur notre site. Moi, ce que je peux dire, c'est que sur notre site, dès aujourd'hui, il y aura un article qui sera consacré à cette table ronde et qu'il est peut-être même déjà en ligne, en tout cas pour annoncer la table ronde, les participants et les contributeurs. J'irai voir cette vidéo que je ne connais pas et je vous promets qu'on mettra des témoignages de femmes s'il n'y a que des témoignages d'hommes. Voilà. Supprimer cette vidéo du ministère, du site du ministère. Mais on en reparlera. Bonjour. Donc Gaëlle Saoud, je suis conseillère régionale. Je représente le président de la région Bretagne. Je suis la présidente de la commission économie, agriculture, mer et Europe, qui fait que j'ai la chance de brasser pas mal de sujets. J'ai une délégation également aux énergies marines. Donc voilà, je suis une fille d'agriculteur, de Brest, mais j'ai les pieds dans l'eau depuis que je suis élue et pour mon plus grand plaisir. Pour compléter les chiffres qui ont déjà été donnés, je vais vous donner quelques chiffres bretons, effectivement, qui expliquent aussi certainement pourquoi on est ici aujourd'hui réunis. En 2018, vous donniez un chiffre tout à l'heure, je crois, sur les marins-pêcheurs embarqués, sur le nombre de femmes. En Bretagne, sur 5143 marins-pêcheurs, en 2018, on comptait 82 femmes, 1,6%. Donc on sait très bien que sur cette filière embarquée, il y a une marge de progrès, on peut le dire comme ça, en étant poli. On sait aussi que sur la filière aval, dans le mariage, c'est moins vrai, qu'elles sont beaucoup plus représentées et présentes, mais qu'effectivement, sur les femmes embarquées, on a un gros travail à faire. La région, bien évidemment, j'ai aussi une attention particulière par rapport à nos lycées maritimes. Aujourd'hui, le taux de féminisation de nos lycées, je pense que M. Pomès on parlera peut-être un peu tout à l'heure pour le CEFCM aussi, on sait que les femmes sont
pas assez présente dans nos lycées. Aujourd'hui, je crois que ça va de 0,8% à 9% suivant les établissements, nos lycées maritimes en tout cas, de représentation féminine. Ça veut dire que demain, puisque les femmes et les hommes qu'on forme aujourd'hui, ce sont ceux qui demain seront sur les métiers de la pêche, elles sont déjà sous-représentées largement encore aujourd'hui. Donc, vous m'avez demandé de venir pour avoir la vision un petit peu de la région Bretagne sur ce sujet-là. Alors déjà, je vais commencer par dire ce qu'on fait, ce qu'on va faire, et je pense aussi ce qu'on pourrait faire, nous, mais collectivement. Pour finir, je terminerai là-dessus, puisque vous avez dit qu'on était là pour brainstormer, pour réfléchir. Voilà, je lancerai quelques propositions. Des fois, il faut oser, donc je le ferai. Sur ce qu'on fait, je ne vais pas rentrer dans un inventaire à l'après-vert, peut-être 4-5 points effectivement importants. Vous parliez tout à l'heure de la mixité. Bien évidemment qu'on contribue. Alors, j'ajoute que je considère que le fait qu'on ait actuellement un renouvellement des générations à voir et à entrevoir dans les filières pêche, et finalement cette faiblesse des effectifs féminins, moi j'ai envie de le voir comme une opportunité. C'est qu'aujourd'hui, je pense que les deux sont intimement liés et qu'il faut qu'on le voit comme une opportunité pour l'avenir. Le fait qu'il faut qu'on ait de la marge de progrès, je le disais, et je pense qu'augmenter la place des femmes dans la filière pêche aujourd'hui est possible et va permettre peut-être de résoudre aussi à un moment donné le problème de renouvellement des générations. Donc sur ce qu'on fait en matière de mixité, très clairement, on contribue à l'objectif national de passer à 32% de métiers mixtes, quand on n'est qu'à 12% aujourd'hui. Ça passe par un suivi du diagnostic, mais ça passe aussi, nous, élus régionaux, on va dire, sur une petite introspection de la manière dont nos politiques publiques y contribuent ou pas. C'est la première étape, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est comment nos politiques publiques permettent ou pas, je regarde mon collègue de la DMPR, mais on en est tous là, c'est comment à un moment donné, nous-mêmes, nous intégrons ça, parce que c'est bien beau de donner des leçons et puis d'avoir des grandes idées, mais à un moment donné, si on ne se l'applique pas dans nos politiques, je pense que c'est la première étape à franchir. En matière d'égalité homme-femme également, on a imposé le critère d'égalité homme-femme dans le FEAMP. Et je pense que pour les organisations professionnelles, c'est une opportunité, encore une fois, à saisir justement comme levier dans leur quotidien et dans les actions qu'ils peuvent mettre en place. On a également une nouvelle compétence régionale, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le service public de l'orientation. Et je pense que dans le sujet qui nous amène ici aujourd'hui, c'est une des clés, c'est l'orientation, comment on oriente les jeunes femmes vers ces filières très clairement. Alors pour ça, on s'appuie sur deux structures, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais deux structures qui sont et la Touline et Cap Avenir, vraiment pour pouvoir travailler sur plus de représentation féminine dans les métiers. Si je prends l'exemple de la Touline, par exemple, qui co-anime avec nous les Olympiades des métiers sur l'espace mer, qui participe et qui co-organise d'ailleurs, je crois, ProMR. Ils ont également fait récemment un catalogue en ligne des métiers sur 16 secteurs maritimes, et ils ont féminisé les noms des métiers. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais je pense que ça veut dire beaucoup. C'est pas rien, c'est aussi la première étape. C'est à un moment donné, oui, on cherche des mécaniciennes, oui, on cherche des officières. Il faut le dire, il faut l'assumer, que ce soit dans le catalogue des métiers, dans les organismes de formation, dans nos lycées. Je pense que c'est juste le préalable aujourd'hui, et le b.a.-ba, et on ne devrait même plus se poser la question, ça devrait être juste automatique. Le quatrième point, c'est qu'on va relancer le contrat d'objectif emploi-formation sur la filière halieutique 2019-2021, ou 2022. Je regarde Aurore Davine, effectivement, 2022. Très concrètement, c'est le lieu, pour nous en tout cas, d'échange et de débat où on peut co-construire ce travail de montée en compétences et d'anticipation des compétences pour les métiers de demain. Et c'est dans cet espace, bien évidemment, qu'il faut introduire de manière évidente la féminisation. Ce contrat d'objectif, il a bien évidemment comme enjeu de développer le développement économique dans les filières pêche, aquaculture, culture marine, mais au service des femmes et des hommes qui font les métiers de la mer, au service aussi des entreprises et au service des territoires. Je l'ai dit en anticipant les métiers de demain, donc les compétences de demain, en anticipant aussi la montée en compétences des actifs d'aujourd'hui dans un monde qui va très vite
en montée en compétences et en technologie notamment. Il faut qu'ils soient en capacité aujourd'hui de suivre et on doit être là pour ça. C'est aussi les accompagner et les favoriser, on va dire, l'accompagnement en tout cas des transitions. Quelque chose qui nous parle tous, les transitions énergétiques, environnementales, économiques, sociétales, numériques. Voilà, il faut que nous, on soit en capacité de les accompagner là-dessus. Et le dernier point, je pense, d'accompagnement qui est nécessaire, c'est aussi les conditions de travail. On voit bien que les bateaux de nouvelle génération qui arrivent aujourd'hui, les conditions de travail sont quand même bien meilleures, la pénibilité est moindre. Et si on veut demain que les femmes aussi aient envie d'embarquer, il faut aussi intégrer ça sur les nouveaux bateaux ou en tout cas l'amélioration de notre flotte, ça c'est clair. Et le dernier point d'amélioration en ce qui nous concerne, je le disais, ce sont nos lycées. Il ne suffit pas d'avoir des places de formation, mais il faut encore que les filles elles puissent avoir des places dans nos internats. C'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup quand même. C'est-à-dire que c'est bien. Enfin, je veux dire, si demain on veut qu'elles viennent dans nos filières, dans nos lycées maritimes, il faut qu'elles puissent être logées et avoir des places en internat, ce qui n'est pas le cas, ou très très rarement aujourd'hui. On l'a fait sur notre nouveau lycée maritime du côté de Saint-Malo, mais le projet demain, c'est, je pense au Guilvinec, je pense à Etel, où des travaux vont être entrepris dans nos lycées maritimes. C'est justement demain qu'elles puissent être hébergées dans nos lycées maritimes. C'est pareil, c'est un coût. Mais on n'y arrivera pas si demain on ne peut pas les accueillir dans de bonnes conditions. Ça, rapidement, dans ce qu'on fait. Dans ce qu'on va faire ou dans ce qu'on peut faire, je pense qu'il y a trois éléments primordiaux, et là qui sont peut-être plus collectifs. C'est la sensibilisation, c'est la formation des acteurs et des actrices, et puis le dernier point, et vous en avez montré un bel exemple tout à l'heure, c'est la communication. Sur la sensibilisation, en ce qui me concerne, je pense qu'il est temps qu'on remette un petit peu d'eau salée dans le biberon de nos petits Bretons. Dans la stratégie mer et littoral bretonne, on a clairement écrit l'éducation à la mer pour toutes et tous, qu'on a conforté sur les travaux qu'on a pu lancer sur notre Braillescope. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand j'étais gamine, alors vous allez me dire, ça remonte un petit peu, hein, mais une trentaine d'années, mais moi, la fille d'agriculteur, je vous disais, j'ai fait une semaine en classe de mer. Et j'étais en primaire et c'était la première fois que j'allais sur une plage découvrir les petites bestioles, la faune, la flore. Voilà, c'était ma première découverte, c'était ça, la découverte de la mer. C'était la classe de mer que j'ai dû faire en primaire. Et en venant ici, j'ai demandé au service les chiffres aujourd'hui des gamins bretons des primaires qui vont en classe de mer. 6%. En Bretagne, 6% de nos petits Bretons vont en classe de mer. Je me dis qu'il y a quand même un petit sujet à creuser. Cette éducation à la mer pour toutes et tous, elle commence dès le plus jeune âge. En tout cas, moi, mon acculturation, elle a commencé là. Cette découverte, elle a commencé là. Alors, je fais partie de ceux qui militent au sein de la région pour qu'on soit un peu proactif là-dessus. D'autant plus que je suis convaincue que pour les communes littorales, c'est une possibilité de développement économique importante. Je sais qu'il y a quelques communes sur le Cap Sizun qui ont compris l'enjeu et qui, aujourd'hui, en ont fait un atout de développement économique. Et j'ai juste un chiffre, c'est sur les structures qui accueillent les classes de mer, par exemple, en Bretagne. Je crois que sur un chiffre d'affaires qu'elles peuvent faire, elles ne font pas que ça, mais sur un chiffre d'affaires global de 20 millions d'euros, 15 millions d'euros viennent des classes de mer. Donc je pense qu'on a un beau potentiel, qu'il faut le creuser, le travailler. Alors, effectivement, on va lancer un appel à projet éducation à la mer, très concret, en 2020, justement pour inciter ce retour aux classes de mer. Et parce qu'on sait que le frein, parfois pour les écoles, c'est aussi le transport collectif, le financement de ce transport. On va aussi envisager effectivement un dispositif, une aide, pour permettre le transport des gamins, justement, dans les classes de mer. Donc, c'est du concret. Et c'est dès le plus jeune âge. Et moi, là-dessus, j'y crois vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'il faut, c'est comme dans beaucoup de domaines, si on commence dès le plus jeune âge, il y a une sorte de naturel. Et les petites filles ou les petits garçons, après, dans le choix des filières et de l'orientation, il peut y avoir, en tout cas, des vocations qui naissent. Et puis, j'en terminerai sur les deux derniers points, mais peut-être qu'Alain Pomès en parlera plus que moi, sur la formation des acteurs et des actrices, effectivement. Je pense qu'elle est cruciale. Je sais que vous avez participé au programme Mégalité. Je crois que ça se prononce comme ça. Je vous laisserai peut-être en parler tout à l'heure, mais je pense que c'est crucial pour qu'on avance aussi sur ce sujet-là, notamment sur les visuels de communication, qui sont parfois un peu virils,
Il faut le dire, ça manque un peu de sourire féminin. Et là, je salue Women in Seafood Industry parce qu'effectivement, vous faites un travail exemplaire. Il y a des vidéos. Vous parliez de Kelly tout à l'heure. C'est une très belle exposition, un beau reportage photo qui a été fait par Jean Piel. Mais je me dis, c'est là où je vous dis, on peut peut-être aller plus loin. C'est soyons fous. Il faut oser de temps en temps. Je pense qu'aujourd'hui, le monde, la féminisation de la filière pêche, manque de modèles féminins peut-être aussi. D'emblèmes, pourquoi pas d'héroïne télé? Et c'est là où je me dis, pourquoi pas ici, aujourd'hui, construire un peu le profil d'une héroïne télé qu'on pourrait proposer à un producteur. Alors peut-être pas qu'elle serait le seul personnage central, mais pourquoi pas? Après tout, soyons fous. Mais je me dis, il y a des séries comme Plus belle la vie qui cartonnent tous les soirs, qui utilisent et qui se reposent beaucoup sur les sujets sociétaux. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on leur écrirait pas un personnage un peu d'une jeune femme embarquée sur un bateau qui pourrait être un de leurs personnages forcément sympathique, pas trop torturé et qui donnerait envie aux jeunes filles d'y aller? Voilà, je pose ça sur la table. De temps en temps, il faut un peu d'utopie, il faut un peu oser. Mais un personnage comme ça tous les soirs, à une heure de grande écoute, qui incarne les jeunes femmes embarquées, pourquoi pas? Moi, je suis sûre. Top Chef a créé des vocations, le meilleur pâtissier a créé des vocations, pourquoi pas une Kelly à Plus belle la vie qui pourrait en créer d'autres. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci infiniment. On reviendra sur votre extraordinaire proposition. On va passer les castings juste après la séance ici. Nous allons passer à la dimension européenne. On reviendra bien sûr à la dimension bretonne et la dimension nationale dans les débats avec la salle. Mais on va laisser Gilles s'exprimer et présenter quelques chiffres et situations au niveau européen. Bonjour à tous. Mon nom est Gilles Van de Waal ou Van de Waal pour ceux qui préfèrent. Alors moi aussi, je suis breton aussi, mais comme mon nom l'indique, mais de cœur, parce que ma femme est bretonne. Donc voilà, j'ai aussi mon ancrage breton et qui est quelque part... Ah oui, je dois d'abord trouver ma présentation. En tout cas, moi, si je peux revenir sur l'idée de Plus belle la vie, en tout cas, s'ils mettaient un petit peu plus de pêche dans Plus belle la vie, peut-être que je commencerais à regarder en tout cas, ça c'est possible, parce que je connais vaguement, mais ça pourrait effectivement moi m'attirer à peut-être regarder ce programme-là. Donc tout d'abord, merci beaucoup à Marie-Christine et à l'association Women in Seafood de m'inviter ici. Je vais essayer de donner un éclairage un petit peu européen au débat parce que la problématique du genre dans la filière, dans le secteur, n'est pas du tout spécifique au contexte français, comme je vais essayer de le démontrer. Donc moi, je travaille pour le réseau Farnet. Farnet, c'est le réseau des GALPA en Europe. Les GALPA sont les groupes d'action locale pêche et aquaculture. Je vais essayer de limiter les acronymes. Donc j'espère que vous avez entendu parler de ces GALPA parce que ce sont des outils clés et des éléments importants qui sont financés par le Fonds européen de la pêche. Et c'est la seule partie du Fonds européen de la pêche qui est mise en œuvre de manière ascendante, donc c'est-à-dire où les acteurs locaux eux-mêmes vont prendre les décisions sur le type de projet qu'ils veulent soutenir. Et donc ici, évidemment, le lien avec la possibilité au soutien pour les projets en soutien à la place des femmes dans le secteur de la pêche. Juste une diapositive pour donner une idée du réseau que les GALPA représentent en Europe. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas marginal. Il y en a 368 à l'heure actuelle actifs à travers l'Europe. Vous voyez qu'il y a tout au nord de la Finlande, au-delà du cercle polaire, et puis il y en a en Grèce, et puis alors il y en a surtout évidemment en France, il y en a 23 en France. C'est sur 20 États membres et ça représente en tout un financement total public d'environ 700 millions d'euros, donc il y a de quoi faire, comme on dit quand même. Un budget moyen pour chacun de ces GALPA d'environ 2 millions d'euros. Et ce qu'on a fait, c'est que, et c'est lié à mon avis à la problématique de la place de la femme dans le secteur, c'est que souvent on ne sait pas quelle est réellement sa place dans le secteur parce qu'il y a beaucoup d'invisibilité sur les activités ou le rôle qu'elles peuvent avoir. Et c'était le cas aussi au niveau des GALPA, parce qu'on ne savait pas exactement quel était le soutien que ces GALPA pouvaient apporter au niveau des femmes. Et donc on a mené une enquête spécifiquement sur ce sujet.
qui avait pour but tout d'abord d'évaluer la part de l'emploi féminin dans le secteur. Là, on en a parlé, mais je peux conforter les chiffres qui ont été donc mentionnés au niveau français. C'est plus ou moins les mêmes au niveau global et au niveau européen. Tout d'abord, ensuite, quelle était la participation des femmes dans le processus de décision de ces groupes de gouvernance locale, parce que c'est un nouveau mode de gouvernance, en tout cas pour le développement local, et quel est le rôle des femmes dans ce processus de décision. Et puis alors, tout simplement aussi, le nombre de projets qui étaient financés par les GALPA en soutien direct aux femmes. Et quand on dit des projets en soutien direct aux femmes, c'est soit le bénéficiaire était une femme du projet, ou alors les bénéfices directs du projet étaient destinés aux femmes. On a aussi fait des études de cas pour essayer de creuser un petit peu plus. Donc ça, c'est les résultats sur l'importance de l'emploi féminin en Europe. Donc ça conforte les chiffres que Marie-Christine a annoncés. Donc environ un tiers de l'ensemble de la filière. Les femmes représentent un tiers de l'ensemble de la filière, tous segments confondus. Et ça va, si vous voulez, de manière décroissante, plus on se rapproche du bateau, en gros. Donc, plus on est loin du bateau, plus les femmes ont un rôle important au niveau de la filière, et on arrive à des niveaux de 12% de femmes au niveau de la production primaire, environ 25% pour l'aquaculture, transformation 50%, et puis alors tout ce qui est emplois connexes, comme on appelait ça, tout ce qui est vente, administration, réparation filet, là on est environ à 30%. Ici, on a regardé donc en fait aussi poser la question, c'est un des gros problèmes, c'est que le rôle des femmes au sein de la filière n'est pas du tout reconnu. Encore maintenant, encore toujours, on a parlé du statut spécial qui avait été donc développé en France en tant que conjoint aidant, mais dans beaucoup de pays, il est sous-utilisé ce statut, et encore beaucoup de femmes donnent un soutien informel en fait aux activités. Et si vous regardez ici, en bleu foncé, 30%, donc ça, je vais vous aider à lire un petit peu le graphique. Ici, ça veut dire que dans un tiers des territoires financés, soutenus par les GALPA, le soutien, il y a entre 30 et 40% des entreprises dans un tiers des territoires qui dépendent du soutien informel de la femme. Donc, ce n'est pas marginal. Il y a vraiment encore beaucoup de petites entreprises qui dépendent du soutien informel de la femme à travers l'Europe. Okay. Donc ça, c'est juste quelques petits chiffres. Donc l'ensemble de l'étude est disponible évidemment sur notre site si vous voulez creuser dans les chiffres, mais je vais essayer de vous extraire les points clés. En termes de soutien aux femmes, le nombre de projets que ces GALPA à travers l'Europe ont pu soutenir, donc on estime qu'il y a environ 1850 projets à l'heure actuelle qui sont en soutien direct aux femmes. Ça représente environ 15% de l'ensemble des projets des GALPA. Or, ça ne paraît pas énorme comme chiffre, 15% des projets, mais ça ne veut pas dire non plus que les 85 autres pourcents sont en soutien aux hommes seulement. Hein. Les GALPA sont des outils de développement territoriaux, donc la majeure partie des projets qui soutiennent vont avoir des bénéfices pour l'ensemble du territoire, pas seulement pour les hommes. Okay, mais donc on a pu identifier quand même que 15% des projets étaient dirigés spécifiquement pour soutenir les femmes au sein des territoires des GALPA, pour une enveloppe globale d'environ 65 millions. Ce qui est intéressant, quand vous regardez les deux graphiques ici, les deux cercles, c'est qu'en fait, cette part de projets augmente. Et ça, la tendance est positive. C'est qu'avant, on était plus proche de 10%. Maintenant, on va vers 15% de l'enveloppe globale qui sera activement développée, utilisée pour soutenir les femmes au sein des territoires des GALPA. Si on regarde la place des femmes dans la gouvernance des GALPA, parce que c'est un des gros soucis, en fait, je pense, à tout niveau de la filière, c'est quelle est la place que les femmes prennent ou qu'on leur donne au sein des instances de gouvernance. Et ici, au niveau des GALPA, on a regardé spécifiquement. Alors, les GALPA sont organisés de manière... la gouvernance au sein des GALPA est organisée de manière un peu spécifique. Donc, tout d'abord, il y a un gestionnaire qui est au niveau local, la personne qui va s'occuper de la gestion au jour le jour de ces groupes d'action locale. Et ici, on voit qu'il y a pratiquement une parité. Hein, en tant que, ça, c'est le graphique de gauche. Il y a autant pratiquement de femmes que d'hommes qui gèrent ces groupes d'action locale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, quand on passe au niveau des instances de décision, là, on voit qu'il y a un déséquilibre. Et tout de suite, la part des femmes dans les instances de décision descend à un quart
du nombre de représentants dans ces organes. Et alors, on a pu aussi faire une petite analyse statistique qui prouve qu'il y a un lien entre le nombre de femmes qu'on va retrouver dans les comités de direction et le nombre ou la part de projets qui vont être sélectionnés par ces GALPA et qui vont soutenir directement les femmes. Donc là, il y a vraiment une corrélation qu'on a pu démontrer à ce niveau-là. Alors, ensuite, on a fait quelques petites monographies, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient tellement importantes pour vous. Ici, ce qui est intéressant, par contre, en Estonie, pour vous dire qu'il y a des contextes différents. En Estonie, ce qui est assez particulier, c'est un des rares pays dans le monde où, en fait, la problématique de genre est très spécifique parce qu'ils n'ont pas de masculin ou de féminin. Il n'y a pas de il ou elle, le genre est neutre en Estonie. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne regardent pas du tout cette problématique du genre de la même manière que nous. Mais ça, c'était juste pour un petit exemple. Mais les GALPA donc, travaillent différemment à ce niveau-là en Estonie. Par contre, la Galice est plus intéressante pour vous parce que je pense qu'ici, oui, c'est voilà ma collègue de Galice. Donc, parce qu'ici, en fait, il y a vraiment, on a pu voir qu'il y avait une volonté réelle d'impliquer les femmes dans la gouvernance des GALPA. Il y a une discrimination positive qui est actée dans le fonctionnement des GALPA et dans leur stratégie de développement au niveau local, ce qui est rare, je dois l'avouer, à travers l'Europe. C'est un des rares cas où on voit qu'il y a, par exemple, les GALPA vont sélectionner leurs projets selon certains critères, et dans ces critères-là, on va avoir des critères de genre qui vont être mis. Donc, par exemple, des points supplémentaires pour l'évaluation d'un projet, s'il est mené ou s'il va bénéficier aux femmes locales. Mais ça va plus loin que là, parce que la façon dont ces GALPA organisent aussi leur comité de direction, notamment, enfin, il n'y a pas une obligation de parité dans le comité de direction, mais il y a vraiment une volonté de parité. Et alors, ils vont organiser aussi leurs réunions, par exemple, selon des horaires qui vont être en accord avec la vie de famille, parce que ça reste quand même souvent les femmes qui sont voilà, à la tête du foyer, hein, qui vont organiser les foyers, et notamment dans l'éducation des enfants, qui sont plus présentes que les hommes là, à ce niveau-là. Mais ils vont faire attention aux horaires dans lesquels ils vont organiser leurs réunions pour s'assurer que ce n'est pas un frein à la participation des femmes dans leur processus de prise de décision. Et ça résulte avec un niveau de projet en soutien aux femmes dans ce GALPA-là en particulier de 45%, ici bien au-dessus de la moyenne qu'on a vue avant. Donc là, il y a vraiment, on peut de nouveau voir une corrélation entre l'implication des femmes dans le mode de gouvernance et les résultats sur le soutien des projets. Voilà. Quelques observations générales. Donc, comme je l'ai mentionné, le soutien non formalisé des femmes reste une clé de la survie de beaucoup de micro et de petites entreprises dans le secteur. Malgré le fait que ce sont toujours souvent les hommes qui restent propriétaires des moyens de production et de l'entreprise. Et alors, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a pu démontrer, c'est que les activités que ces femmes font sont souvent à la base aussi de la diversification et du changement de la filière, notamment en termes de vente, de transformation, de restauration ou de diversification tout simplement des activités par le tourisme. Et puis alors je veux rappeler qu'on a pu démontrer aussi qu'il y avait une corrélation entre le nombre de femmes au sein des organes de décision et le niveau de soutien que les différents groupes vont apporter aux femmes. Et donc on peut conclure aussi que les GALPA à travers l'Europe représentent une plateforme de soutien à l'entrepreneuriat féminin. Il y a beaucoup de projets financés par le GALPA qui sont menés par des femmes et qui ont souvent aussi insisté sur le fait que le soutien financier n'est pas suffisant, c'est important, mais ce n'est pas suffisant, et qu'il y a souvent besoin d'un soutien moral de la part d'institutions pour vraiment qu'elles aient le courage d'aller prendre la place et de développer une petite entreprise, par exemple. Elles ont besoin plus d'un soutien moral que financier. Le financier, ça reste important, mais voilà. Donc voilà quelques points qui, je pense, peuvent peut-être éclairer le débat de manière plus large et pour vous donner aussi, pour confirmer que ce n'est pas juste un problème au niveau français, mais qu'il y a aussi des possibilités de soutien qui existent, notamment à travers les GALPA, qui ne sont pas les seuls, bien sûr. Voilà. Merci. Merci infiniment, Gilles. Et sans attendre, je vais passer la parole à Alain Pomès, qui va se présenter et qui nous fait revenir en fait sur le territoire breton, je crois, à travers son activité.
Merci. Donc, je suis moi aussi un breton d'adoption. Ça s'entend encore un petit peu dans mon accent basque. Simplement, je dirige le Centre européen de formation continue maritime, qui, comme son nom l'indique, est un centre de formation continue. Il faut savoir que dans le monde maritime, la formation continue, c'est un enjeu stratégique et un enjeu important, puisque si on prend les marins, les navigants dont nous parlions, vous avez un marin sur 3 en France qui est formé par la formation initiale, c'est-à-dire l'ensemble des lycées maritimes et de l'École nationale supérieure maritime, et 2 marins sur 3 qui sont formés par la formation continue. Donc le métier maritime est un métier qu'on prescrit peu et dans lequel on rentre peu au moment de la scolarité. Et c'est un métier dans lequel on vient dans une deuxième partie de vie, c'est un métier de reconversion. Et c'est très stratégique et on est dans un rare métier où la formation continue est plus stratégique que la formation initiale. Alors je vais un petit peu élargir le débat, non pas à l'Europe, mais à l'ensemble des métiers pour revenir sur la pêche et sur les femmes. Nous avons la particularité d'avoir un métier technique et un métier de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les métiers techniques et tous les métiers de main-d'œuvre ont du mal à recruter. Il suffit de se promener sur une zone industrielle, il y en a autour de ce centre. Il suffit de se promener sur l'autoroute et de voir des camions et des fourgonnettes d'artisans. Ils ont tous des panneaux, nous recrutons, nous cherchons des chaudronniers, des soudeurs, des chauffeurs, etc. Nous n'arrivons plus à recruter dans les métiers techniques. Et ce n'est pas un problème spécifique au maritime, ni un problème spécifique à la pêche. C'est un problème de société sur lequel il faudra bien qu'on se penche. Et déjà au niveau de l'orientation globale et au niveau des pouvoirs publics et des décideurs. Donc nous avons un vrai problème de recrutement au niveau des métiers techniques. Et dans les métiers techniques, historiquement, nous avons toujours eu des problèmes d'attrait pour les femmes et pour le public féminin. J'ai été moi-même professeur dans une école d'ingénieurs, une grande école d'ingénieurs pendant 13 ans, et nous avions 10% de filles. Ça ne voulait pas dire que les filles étaient moins compétentes que les autres, puisque les 10% de filles, elles étaient toujours dans les 20% meilleures à la fin. Elles faisaient 50% des 20% meilleurs. Mais on avait du mal à faire venir des femmes dans des métiers techniques à forte technicité. On le voit encore aujourd'hui. On a toujours ces difficultés dans les écoles d'ingénieurs où on doit être à 15% à peu près aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà pas un problème spécifique ni au monde maritime, ni au monde de la pêche. Si ensuite on descend sur le monde maritime et sur le monde de la pêche et qu'on se pose des questions d'attractivité, là aussi il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent. Et quand on regarde et quand on fait des études et qu'on fait des études sur le temps long et quand on fait des études en perspective, on voit d'où viennent nos difficultés de recrutement. Contrairement à ce qu'on entend souvent, les pêcheurs, c'est pas des fils de pêcheurs qui vont à la pêche. C'est une idée fausse. Les pêcheurs, il y a des historiens qui l'ont démontré, notamment en Bretagne, c'était avant tout des fils d'agriculteurs. Et vous parliez de votre expérience agricole. Eh bien, dans les familles bretonnes, dans les familles agricoles, l'aîné récupérait les terres, aîné et eux, éventuellement. L'aîné récupérait les terres, le cadet partait fonctionnaire, militaire ou curé, et le troisième partait à la pêche. Et aujourd'hui, statistiquement, et ça a été démontré par des historiens, c'est parce qu'il y a moins d'agriculteurs que nous avons moins de pêcheurs. Et donc, le premier vivier qui a disparu, c'est le vivier agricole. Et donc, c'est parce que ce vivier agricole ne s'est pas reconstitué, parce que nous avons beaucoup moins d'agriculteurs sur notre territoire, que statistiquement, eh bien, nous avons beaucoup moins de personnes dans ces familles qui vont vers ces métiers. C'est la première cause de la baisse d'attractivité des métiers maritimes, et ça a été démontré par des historiens sur un siècle. Ensuite, il y a eu des études sur les jeunes. Qu'est-ce qui fait que les jeunes ont envie de venir ou pas de venir dans ces métiers? Il y a eu une très très bonne étude qui a été menée par la région Bretagne. Et on s'est posé des questions, est-ce que c'est les conditions de travail, est-ce que c'est la dangerosité, est-ce que ce sont les salaires, etc. Et on a beaucoup communiqué, notamment sur les salaires dans cette profession et sur l'amélioration des conditions de travail. Bon, on s'est aperçu que pas du tout, c'était pas ça. Le premier facteur qui freine l'entrée dans ces métiers, ce sont les rythmes sociaux et les rythmes de travail. Et aujourd'hui, ce qui freine les jeunes pour entrer dans des métiers, notamment dans les métiers abarqués, ce sont les horaires. Et effectivement, et d'ailleurs c'est la même problématique que rencontre aujourd'hui l'hôtellerie et les boulangers, mais elle est moins prégnante parce qu'on a des horaires à la journée et nous avons souvent des campagnes de pêche qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et quand vous allez travailler loin de chez vous pour plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, vous voyez moins votre mari, votre petite copine, votre petit copain. Il vous est impossible de vous inscrire dans un club de sport et de faire du foot. Il vous est impossible d'être conseiller municipal dans votre village, d'être au bureau d'une association, etc. Et c'est ce frein sur les rythmes sociaux, parce qu'aujourd'hui, les gens n'attendent plus tout de leur travail. La fameuse génération Z dont on parle en ce moment, elle se dit le travail, c'est un critère parmi d'autres dans mes choix professionnels. Et donc, quand on regarde ce qu'est l'environnement professionnel, les facteurs sociaux et les rythmes sociaux sont le premier frein à l'embauche dans nos métiers. Donc ça veut dire que là aussi, il va falloir que les professionnels se penchent sur cette problématique. Que fait-on ?
Alors, ça dépend de la possibilité des entreprises, mais je vois par exemple à la Marine nationale, ils ont décidé de faire des bateaux avec 2 équipages pour faire des rotations d'équipages sur les bateaux. C'est possible dans les grands armements, c'est plus compliqué dans des armements plus petits. En Méditerranée, il y a quelque temps, aux dernières assises de la pêche, ils nous ont expliqué que les bateaux côtiers rentraient plus tôt dans la journée et qu'ils avaient changé les horaires de travail pour rentrer en début d'après-midi pour que les gens aient une vraie deuxième activité possible et un autre rythme de travail. Un artisan pêcheur qui est intervenu chez nous l'an dernier nous a expliqué qu'il avait décidé de travailler avec une personne de plus dans ses équipages pour avoir plus de rotation. Alors bien entendu, ça a demandé une autre répartition des produits de la pêche, mais les salaires aujourd'hui permettaient une autre répartition des produits de la pêche. Donc nous avons des vraies réflexions à avoir sur la gestion des ressources humaines, sur la GPEC, sur les pratiques managériales au sein de nos entreprises maritimes, si nous voulons déjà attirer des personnes dans les entreprises maritimes, parce que il n'y a pas forcément de vocation à rentrer dans ce métier. Et si je rentre au niveau de mon centre à moi, nous sommes un centre de formation continue, donc nous avons 2 types de publics. Le premier type de public, c'est des personnes qui vont rentrer dans ce métier par la reconversion, en ayant fait autre chose avant. Et le deuxième type de public, c'est des personnes qui sont déjà dans le métier et qui vont venir se perfectionner. Alors des personnes qui rentrent dans le métier, aujourd'hui on est autour de 12-15% de femmes, dans les personnes qui viennent nous voir pour rentrer dans nos formations. Les personnes qui reviennent, qui sont déjà dans le métier et qui viennent se perfectionner, nous sommes à 1% de femmes. Ça veut dire que les femmes qui rentrent dans nos métiers, nous les perdons. Et nous les perdons très rapidement. Donc la question, c'est comment on fait et qu'est-ce qu'on fait pour les faire venir? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour les garder? Parce que ce n'est pas tout de les faire venir. Il faut aussi pouvoir les garder. Et quand on s'interroge, quand on repose des questions à ces personnes, pourquoi n'êtes-vous pas resté dans le métier? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes partis? Certaines viennent tester le métier, et puis je viendrai spécifiquement à la pêche derrière. Certaines viennent tester le métier et nous disent toujours la même chose. Ce sont les rythmes sociaux qui nous posent problème. Et les rythmes sociaux, c'est ce qui a été dit, c'est la famille. Alors certes, on a beau prétendre qu'on est dans une société d'égalité, qu'aujourd'hui les hommes font autant de tâches ménagères que les femmes et ils s'occupent des enfants de la même manière que les femmes, on sait que dans la réalité, c'est pas vrai. On sait que culturellement, dans notre société, ce sont les femmes qui s'occupent de la maison, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Eh bien, les femmes arrêtent les métiers embarqués pour venir s'occuper des enfants. Il y a une espèce de dicton dans la marine marchande, on dit que les femmes débarquent au premier enfant et les hommes au second, parce que les carrières sont de plus en plus courtes. Donc la difficulté, c'est de pouvoir avoir une harmonie entre sa vie de femme, ou entre sa vie d'homme, entre sa vie globale, et le métier qu'on va nous proposer, et les rythmes liés au métier qu'on va nous proposer. Pour ce qui est de la formation, il est évident qu'il n'y a aucune différence. Nous acceptons toute personne qui vient nous voir, qui veut rentrer dans ce métier, et une fille ou un garçon n'ont aucune différence tant au niveau de la formation que des résultats. On a plutôt tendance, nous, à avoir de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'on a tellement peu de filles que lorsqu'on a des candidatures féminines, on a plutôt tendance à les mettre en haut de la pile et à les pousser et pour essayer de les garder dans la profession. Les personnes qui viennent chez nous et qui arrivent à se former, qui arrivent jusqu'au diplôme, doivent ensuite pouvoir embarquer, trouver une embauche pour pouvoir travailler. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que formées ou pas formées, elles ont du mal à se faire embaucher aujourd'hui. Et quand on regarde pourquoi elles ont du mal à se faire embaucher, là aussi, les études internes, les analyses que nous avons menées, nous ont montré que ce n'est pas au niveau des équipages que ça pose problème. Généralement, les filles qui ont pu embarquer sont relativement bien acceptées des équipages. On n'a plus ces phénomènes dont on parlait tout à l'heure elle va faire tourner la marée ou il y en a de moins en moins. Moi, j'ai commencé dans la viticulture il y a 35 ans et on disait qu'une femme enceinte ne devait pas rentrer dans un chai parce qu'elle allait faire tourner le vin. Bon, on est sorti de ça aussi. Donc les équipages ont plutôt tendance à avoir un accueil positif, non discriminant, lorsqu'ils accueillent une femme à bord. C'est beaucoup moins vrai au niveau des armements et au niveau des directions d'armement. Et les plus frileux, ce sont les directions d'armement, pas les équipages. Donc on a un vrai problème qui fait que quel est le frein qui, à un moment donné, fait qu'on va décider que c'est plus compliqué pour nous de recruter une femme. Et puis il faut se poser une question, on a commencé à se poser dans d'autres instances, comment fait-on pour recruter ? Et aujourd'hui, la tradition maritime, c'est de dire on recrute sur le quai. Donc il faut faire cette démarche qui consiste à aller sur les quais, à aller rencontrer les professionnels, à aller s'intéresser aux bateaux, à aller s'intéresser aux directions d'armement, pour pouvoir se faire embaucher. On a beaucoup moins de prescriptions dans nos métiers par Pôle emploi ou par un certain nombre de structures sur l'embauche. Il faut vraiment aller au contact. Et là aussi, culturellement, c'est quelque chose un peu moins présent chez les femmes que chez les hommes. Et paradoxalement,
pour terminer là-dessus, on voit beaucoup de femmes dans nos métiers et on rencontre beaucoup de femmes. D'abord dans les directions des armements. Il y a des femmes dirigeantes d'armement, il y en a dans la salle. Il y a aussi des femmes dans les services administratifs. Il y a des femmes dans les services ressources humaines. J'étais encore ce matin au téléphone avec une DRH, hier avec une directrice d'armement. Mais ça, c'est vrai dans l'industrie, c'est pareil. C'est vrai chez moi. Aujourd'hui, quand je publie un poste administratif, je n'ai presque que des candidatures féminines et j'arrive pas à embaucher un garçon. Et quand je publie des postes de formateur, je n'ai presque que des candidatures masculines et j'arrive pas à embaucher une jeune femme. Donc on va retrouver, et vous l'avez dit, des femmes dans les entreprises maritimes, mais pas à des postes embarqués, pas dans des métiers de production, plutôt, effectivement, dans les fonctions support et dans les fonctions à terre. Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes dans l'environnement de la production, et en particulier pour les artisans. Le paradoxe chez nous, c'est que ce sont des femmes qui viennent inscrire en formation. On rencontre plus de femmes dans nos bureaux d'inscription que d'hommes, parce que les marins ne viennent pas s'inscrire en formation, ils envoient soit leur maman, soit leur femme. Et ce sont les mamans ou les femmes qui viennent rencontrer nos assistants et nos assistantes pour inscrire les gens dans la formation. Donc les femmes sont présentes, mais elles sont présentes, comme vous l'avez dit, en tant que conjoints collaborateurs, elles sont présentes en tant que soutien, en tant qu'accompagnement, et on ne les retrouve pas dans les métiers embarqués. Et une dernière phrase pour dire qu'est-ce que nous faisons. Alors nous avons, commencé à féminiser notre communication. Il y a une tête de jeune femme dans notre logo aujourd'hui. On a un petit film et je suis à peu près sûr qu'il y a des femmes dedans. Je vérifierai de manière à ne pas dire de bêtises. Nous allons au contact des prescripteurs. Les prescripteurs, ce sont les missions locales pour les jeunes, ce sont les Pôle emploi, etc. Et nous allons animer des réunions où nous expliquons qu'il n'y a aucune particularité féminine ou masculine à nos métiers. Et puis, effectivement, nous avons fait une opération qui a été accompagnée par la région Bretagne, puisque nous avons nous-mêmes sensibilisé la totalité de notre personnel à la problématique de l'égalité. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement hommes-femmes, c'est toutes les discriminations liées également au handicap, au racisme, etc. Et nous avons vraiment travaillé ce sujet. Aujourd'hui, j'ai plus de problèmes de recrutement liés au racisme dans le monde maritime que liés aux problèmes féminins-masculins. Et donc nous avons sensibilisé notre personnel, tout notre personnel a été sensibilisé là-dessus. Et aujourd'hui, nous le faisons avec tous nos stagiaires. Et d'ailleurs, c'est une des prescriptions des cahiers des charges de la région Bretagne. Nous avons un module d'égalité professionnelle et tous nos stagiaires suivent un module d'égalité professionnelle. Et ils sont très surpris quand ils arrivent au début en disant « mais qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi on vient là? Pourquoi c'est obligatoire? J'ai pas besoin de ça pour naviguer, j'ai pas besoin de ça pour mon brevet. » Et puis nos formateurs sont des gens très expérimentés et en fin de journée, dans le module, ils disent « ah ouais, c'est intéressant qu'on discute de ça, c'est intéressant qu'on y réfléchisse. » Et je crois comme vous que c'est un travail sur la culture et un travail sur les mentalités qui changera les choses. Merci infiniment Alain. Il s'est dit énormément de choses entre nos 4 intervenants, vraiment des choses extrêmement variées, mais on sent que ce soit la formation, que ce soit le ministère bien sûr, la région et l'Europe, les choses avancent, pas assez vite à mon goût, mais elles avancent tout de même, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, la tenue de cette séance, de cette session de réflexion montre bien que ça avance un petit peu. ITECMER existe depuis quoi? Depuis 20-25 ans. Et c'est la première fois qu'un tel sujet est placé publiquement. On va peut-être laisser, sauf si bien sûr vous voulez intervenir les uns les autres, mais on pourrait peut-être laisser le micro à la salle. Peut-être savoir qu'est-ce qui a invité notre public à assister à cette réunion. Quelles étaient leurs attentes? Est-ce qu'on a répondu à leurs attentes? Est-ce qu'ils ont ou elles ont des questions qu'elles pourraient adresser aux uns, aux autres? On a un micro qui circule. On a un premier intervenant qui est un monsieur. Oui, Alain Dréano, ancien formateur notamment des premières formations à destination des femmes dans le monde maritime au début des années 90. Et effectivement, je suis bien heureux de voir qu'enfin on ait une table ronde comme celle-ci aujourd'hui, après autant d'années. Ceci étant, à l'époque, ces formations avaient permis, entre autres, d'aboutir vers le statut des femmes dans les entreprises maritimes, conjointes ou responsables d'exploitation à l'époque. Et je pense que ça passe
le statut des personnes ou l'accès au statut dans l'entreprise est une des clés de féminisation des différentes fonctions ou différents postes dans l'entreprise. Je suis heureux d'entendre que la région Bretagne veut relancer le contrat d'objectif emploi-formation, et c'est une très bonne chose parce que c'est une chambre d'échange et de partage, et c'est ça qui fait avancer les choses. On a eu l'occasion d'en travailler avec la Touline notamment, et les centres de formation et les différents partenaires, et ça fait avancer les problématiques. Si on veut continuer à avancer sur ces sujets-là, notamment dans la reconnaissance des femmes dans les instances professionnelles, je pense qu'il est temps et il est nécessaire d'avoir un espace à créer de formation ou de reconnaissance, enfin de formation des cadres dans le monde, dans le secteur maritime, des futurs cadres dans le secteur maritime, dont les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les responsables professionnels sont issus de quoi? Ils sont navigants ou ils sont exploitants en aquaculture, puisque c'est le secteur que je connais mieux, mais on n'a pas d'espace où les futurs responsables professionnels peuvent émerger, et on peut les former et les faire avancer au point d'intégrer tous ces sujets-là. Je pense qu'il y a besoin d'un espace comme celui-là, et que dans cet espace-là, on puisse enfin parler aussi de la place des femmes dans les instances professionnelles. En conchyliculture, pour avoir animé le secteur de Bretagne Sud, nous avons quelques femmes responsables professionnelles, pas assez, mais on en a quelques-unes. Pour autant, la vraie difficulté, c'est de faire reconnaître l'intérêt qu'elles pourraient avoir, c'est-à-dire être elles-mêmes candidates, puisqu'en droit, elles ont la possibilité de se présenter. C'est comment on fait pour les faire émerger, et ça commence par en bas, ça commence par, avant même d'avoir l'envie d'être candidate, c'est d'avoir un espace où elles peuvent se reconnaître et prendre part dans la vie de la profession, enfin des professions maritimes au sens large. Merci. Merci. Je crois qu'on a tout de suite un morceau de réponse sur le plateau. Alors, on est à 100% d'accord. Hein. Moi, je ne viens pas du monde maritime. Je suis arrivé il y a une douzaine d'années. Et j'étais surpris de voir que dans ce monde-là, il n'y avait pas de formation de cadre. C'est-à-dire qu'il y a des formations de techniciens, de très haut niveau d'ailleurs, de très haut niveau de compétences. Il y a des formations d'opérateurs, mais il n'y avait pas de formation de cadre, il n'y a pas de formation de manager. Il y a de très bons dirigeants dans les entreprises maritimes, mais souvent des autodidactes ou des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent du métier. Alors c'est une question qu'on se pose, et effectivement on constate cette lacune de compétences aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un dirigeant d'entreprise, il doit connaître des choses sur les ressources humaines, il doit connaître des choses sur le marketing, il doit connaître des choses sur le juridique, etc., pour vraiment développer son entreprise et la faire avancer. Alors on a commencé, on vient de créer en partenariat avec l'UBO cette année une licence professionnelle management des activités maritimes. On vient de la lancer, on a un inscrit. Donc on espère qu'on va mieux communiquer et la faire connaître. Mais je suis complètement d'accord avec Alain Dréano, le monde maritime est un monde qui manque de cadre. Il n'y a pas de subdeco maritime aujourd'hui. Merci. C'est un peu la question contraire. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes cadres qui ne se rendent pas compte qu'elles travaillent dans les affaires maritimes. Et ça, on l'a vu quand on a créé la campagne She4C, que je m'adressais à des femmes. Est-ce que je peux vous interviewer? Et elles me disaient, mais est-ce que vraiment je peux parler? J'ai dit, ben ouais, mais moi je ne suis pas dans un bateau de pêche. Non, mais votre métier, il est maritime. Vous avez un métier maritime, vous avez le droit d'être interviewé. Elle ne se reconnaissait pas en tant que cadre maritime. Oui, je suis d'accord avec Alain. Mon propos était qu'en disant cadre de la profession, c'était aussi cadre en tant que responsable professionnel ou engagé dans la vie professionnelle. Une des clés, et on a fait un grand progrès, c'est de bien définir le statut des personnes dans les entreprises et de permettre aux femmes d'être conjointes, associées, avoir un réel statut dans l'entreprise ou être exploitantes elles-mêmes. Mais une fois qu'elles sont exploitantes, encore faut-il qu'on puisse les sensibiliser à prendre part à la vie de la profession elle-même. Et c'est par la place des femmes dans les organisations professionnelles que ça pourra aider aussi à être un vecteur pour évoluer la situation des femmes dans les entreprises et dans le secteur maritime. Merci. D'autres questions dans la salle?
peut-être un témoignage, nous expliquer pourquoi vous êtes là, quelle est votre curiosité. Est-ce qu'on a répondu à vos attentes ou à votre curiosité, justement? Non? Oui. Moi, je vais, le temps que vous réfléchissiez, que vous posiez dans votre propre tête les questions, on a évoqué à plusieurs reprises le statut de conjoint collaboratrice, conjoint collaborateur. C'est un statut qui a le mérite d'exister, bien sûr, qui existe depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus, Alain pourrait le dire. Ceci dit, on s'en vante volontiers parce que c'est un petit peu une création française qui a inspiré d'autres pays et c'est devenu un règlement européen. Mais au niveau français, les statistiques ne nous donnent pas plus de 20% de femmes conjointes collaboratrices qui se sont inscrites sous ce statut, en fait. Donc ce statut, il existe, il a le mérite d'exister, bien sûr, mais finalement, relativement peu de femmes, c'est moins d'un cinquième des femmes qui ont choisi ce statut. Ce qui veut dire que les 4/5, le chiffre est même un petit peu plus important, 4/5 des femmes travaillent dans la filière sans couverture sociale, sans rémunération, en totale fragilité. Et ça, c'est une des inégalités qu'on trouve dans cette filière également, c'est-à-dire que c'est du travail bénévole de femmes dans la filière. Alors, le statut existe, on sait pourquoi, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails maintenant, mais pourquoi il n'a pas été adopté par un plus grand nombre de femmes. Et celles qui ont choisi conjointement, généralement avec leur époux, de ne pas l'adopter, sont en totale vulnérabilité. Mais font tourner la boutique et font tourner les bateaux de pêche. Et on pourrait dire que dans nombre de cas, les femmes subventionnent l'activité pêche. Ça se mesure. Hein, et c'est pas mince de dire ça, que les femmes subventionnent l'activité de pêche. Je sais que le mot subvention est un gros mot dans le secteur de la pêche, mais disons-le quand même ici précisément. Oui, c'est d'autant plus vrai que, en général, lorsqu'elles n'ont pas de statut, elles ont quand même le droit et le privilège de cautionner les emprunts, par ailleurs. Et où là, elles sont totalement engagées. En aquaculture ou en conchiliculture, on a un assez grand nombre de personnes qui ont pris le statut de conjointe collaboratrice, et à défaut, elles sont soit associées, soit co-exploitantes, donc avec un statut particulier, soit salariés dans les entreprises. Mais on a de moins en moins de personnes sans statut dans les entreprises, et heureusement, il y a eu du chemin de fait, mais c'est plus facile à gérer parce que lorsqu'elles travaillent dans les entreprises, lorsqu'elles sont dans les exploitations, et ce que disait Alain tout à l'heure, elles sont sur des postes à terre bien souvent, et avec une activité qui est compatible avec la vie sociale ou la vie de la famille par ailleurs. Ce quinquennat, lors de ce quinquennat, le président a décrété l'égalité réelle femmes-hommes comme grande cause nationale. On a entendu que le ministère s'est emparé de cette thématique, que la région Bretagne y travaille déjà depuis très longtemps. Je voulais savoir si dans la salle, il y a des représentants professionnels, des représentants d'un secteur ou d'un autre et qui auraient démarré une réflexion sur ce sujet de l'égalité réelle homme-femme. Quelqu'un a peut-être un témoignage à nous donner ou une information à ce sujet? Non. Moi, Moi, ce que j'aimerais juste dire par rapport à ce débat en général, et on l'a démontré au petit niveau des GALPA, qui sont vraiment un niveau de gouvernance assez local, c'est que l'amélioration de l'égalité des genres, pour moi, ne vient pas par hasard. Et elle ne va pas se faire par hasard. Il y a vraiment besoin
un besoin d'une proactivité, il faut une volonté pour que ça arrive, pour que les organes de décision améliorent la parité hommes-femmes. Il faut vraiment une volonté que ça arrive. Ça, c'était vraiment un message qui est sorti assez fort de l'enquête que l'on a vue. Et ça s'est reflété tout simplement au petit niveau des GALPA, mais je pense que c'est une leçon qui peut s'appliquer à tout niveau de gouvernance. Il faut vraiment une volonté, parce que sinon, il n'y a pas de changement, tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment un message que je voulais rappeler. Moi, je rebondis sur ma précédente question qui était qu'est-ce que les organisations professionnelles en France ont démarré comme travaux pour rapprocher leur secteur de l'égalité. En France, j'ai un exemple qui est celui du mariage, où cette année, la profession de marieur a modifié sa convention collective et a introduit 2018, merci. Et a introduit des arguments tendant à rapprocher, ou à faciliter en tous les cas le travail des femmes, y compris le travail des parents, puisqu'il y a des congés parentaux nouveaux qui sont introduits dans cette nouvelle convention collective du mariage. Et je crois que c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est-à-dire que la profession de mariage réfléchit, sans doute grâce à son secrétaire général actuel, réfléchit à ces questions-là. Et comme vient de dire Gilles, s'il n'y a pas, et c'est mon observation également pour travailler sur ces questions-là déjà depuis quelques années, s'il n'y a pas une vraie volonté, soit une volonté politique, soit une volonté de quelques individus, les choses ne changeront pas. Mais quelques individus, et là je prends encore en exemple le secrétaire général de l'Union du mariage de France, qui a souhaité faire avancer, faire évoluer la Convention. Bien sûr, ça n'a pas été facile, il a fallu qu'il persuade ses adhérents pour faire avancer la Convention collective, mais il y est arrivé. Et donc, je crois à la puissance de la volonté politique, certainement. Je crois également à la capacité des individus au sein de leur métier, au sein de leur filière, pour faire avancer les choses. Oui. Non, effectivement, vous soulignez un aspect qui est très important, c'est l'aspect convention sociale et protection sociale. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que pour les équipages en France et en Europe d'une manière générale, il y a un niveau élevé de protection en termes de sécurité sur les bateaux, de protection en termes de droit du travail. Et lorsqu'on s'intéresse à ces questions, on parlait tout à l'heure de la loi de 1997 qui avait créé ce statut particulier, qui a donné une protection sociale et qui a sorti justement les femmes de la partie un peu invisible dont on a parlé à l'instant. On disait 20% seulement, moi je n'avais pas le chiffre. Mais c'est montré quand même, et ça peut être aussi une information, une explication forte à donner, c'est que toutes ces réglementations, ce sont aussi autant d'avantages qui contribuent à l'attractivité d'un métier. Parce que lorsqu'on a une protection du travail qui est forte, lorsqu'on a des garanties sociales, lorsqu'on a une médecine qui s'intéresse également à la santé des pêcheurs, hommes ou femmes, c'est autant aussi d'atouts qui peuvent être mis en avant pour une profession. Ça ne doit pas être tout le temps vécu comme une contrainte de la réglementation. Ce sont autant de progrès sociaux également pour le monde du travail. Voilà ce que je voulais dire. Une deuxième petite idée peut-être. L'année dernière, lorsque nous avions préparé notre colloque national, on s'était beaucoup intéressé à l'origine des jeunes qui étaient dans les lycées maritimes, depuis les CAP, bac professionnel et les BTSM. Alors il y en avait une partie effectivement qui venait des façades littorales, qui étaient de milieux proches de la mer, on va dire pour faire court. Et moi j'ai rencontré ces jeunes, je suis allé dans un lycée maritime en particulier, celui de Sète, donc ce n'était pas votre région, mais peu importe. Et il y avait beaucoup de jeunes qui me disaient, mais pas du tout, on ne vient pas du monde de la mer, nos parents ne sont pas du tout marins ou quoi que ce soit. Moi, je viens du Grand Est, moi, je viens de la région Nord, moi, je viens de la région parisienne. Et la question que je leur posais, c'était, comment est-ce que vous savez que ces métiers existent? Où est-ce que vous les avez trouvés? Alors, quelquefois, la réponse, c'était parce qu'ils sont à l'aise là-dessus, ils sont agiles, ils vont vite, c'est Internet. Mais je pense que là, on n'a pas encore cité un ministère, et pas qu'un ministère, on a cité la formation professionnelle des régions.
mais c'est celui de l'éducation nationale. Parce qu'à un moment donné, dans la construction des parcours des jeunes, ce qui est important en amont et dès le collège, c'est avoir l'information sur ces métiers. Ce sont des métiers qui embauchent, on l'a dit. Ce sont des métiers qui vont avoir des classes d'âge qui vont être creuses parce que les anciens vont partir, ils ont 55 ans de moyenne d'âge à peu près. Ce sont des métiers aujourd'hui, il faut le dire quand même, qui payent bien. Lorsqu'on a fait ce colloque, encore une fois, et puis les professionnels le lisent à longueur d'année lorsqu'ils sont invités, ce sont des professions qui sont bien rémunérées. Elles sont difficiles, elles peuvent être dangereuses, mais on améliore la sécurité sur les bateaux en permanence. Et ça, c'est notre réglementation nationale et c'est la réglementation européenne, parce que la pêche, c'est dans toutes les mers du monde, mais il faudrait faire un travail de benchmark et comparer les réglementations. Ça, ce serait très intéressant quand même. On ferait une prochaine table ronde peut-être et on mettra le sujet sur la table. Et là, ça donnera des indications qui sont très, très intéressantes. Voilà. Et je pense qu'il faut revenir à ce que les uns et les autres ont dit, c'est-à-dire revenir très en amont. Dernière idée qui avait été à un moment donné, c'est qu'effectivement, au moment où on arrive en troisième au collège, on a la possibilité d'avoir un petit stage d'immersion professionnelle dans des administrations, des entreprises, des sociétés. Pourquoi pas au niveau des bateaux de pêche? Pourquoi pas avoir aussi des marées un peu pédagogiques qui seraient des marées découvertes où les jeunes pourraient embarquer et voir le temps d'une marée courte, ce que c'est concrètement le monde de la mer et le monde des pêcheurs. Oui, je voulais relier les deux interventions, d'ailleurs, en donnant des exemples de problématiques, comment la réglementation peut faire évoluer les choses. On a parlé tout à l'heure des conditions de travail. Si on veut améliorer les conditions de travail, il faut améliorer les outils de production. Et l'outil de production à la pêche, c'est un bateau. Donc il faut améliorer les bateaux. Et nous, on a eu des cas de femmes qui n'ont pas pu embarquer simplement parce qu'à bord des bateaux, il n'y avait pas de bannettes séparées, il n'y avait pas de WC, etc., qui permettaient d'embarquer les femmes. Donc il faut améliorer les bateaux. Mais pour améliorer les bateaux, il faut pouvoir construire des bateaux. Aujourd'hui, la flotte bretonne a une moyenne d'âge, je crois, de 27 ou 28 ans. Parce qu'on n'arrive plus à financer les bateaux neufs et on n'arrive plus à construire des bateaux neufs. Et en plus, on a des règles qui sont des règles européennes, qui sont des règles de jauge, qui font que, en fonction de la taille du bateau, vous pouvez exploiter d'une certaine manière, et que la majorité de l'exploitation et de la taille du bateau est liée à la capacité de pouvoir produire au maximum, c'est-à-dire d'utiliser l'espace pour produire au maximum. Donc les professionnels demandent à l'Europe depuis des années de changer les règles de jauge pour qu'on puisse faire des bateaux neufs, faire des bateaux nouveaux et dans lesquels les espaces de vie ne soient pas comptés comme des espaces de travail ou des espaces de production. Et ça, c'est des vraies problématiques de réglementation. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'agriculture il y a quelques années. Et c'est parce que la réglementation a imposé un certain nombre de règles qu'on a réussi à améliorer les conditions de travail. Ça a été vrai dans le bâtiment, ça a été vrai ailleurs. Et puis il y a le phénomène culturel. Je voulais raconter une anecdote. Elle n'est pas complètement féministe, mais je vais la raconter quand même. Il y a quelques années, on a imposé sur les bateaux de pêche le port des gilets de sauvetage, des vêtements de sécurité. Et on l'a imposé dans tous les pays européens. En Irlande, les pêcheurs ne voulaient pas porter ces gilets de sauvetage. Et l'Église catholique, sur place, s'est emparée du problème. Et elle a dit, si on veut convaincre les pêcheurs de porter les gilets de sauvetage, il faut passer par leurs femmes. Donc elles ont fait des réunions dans lesquelles elles ont réuni les femmes et elles ont dit, si vous voulez sauver vos maris, si vous voulez qu'ils continuent encore à être des bons pères, etc., et revenir en vie, il faut que vous les persuadiez de porter les gilets de sauvetage. Et pour le faire, les organisations féministes et l'Église catholique irlandaise ont persuadé les femmes de faire la grève de l'amour, jusqu'à ce que les pêcheurs acceptent de porter les gilets de sauvetage. Et ça a marché. Donc il y avait un rôle indirect, mais il y a une action à faire sur la réglementation et il y a une action à faire sur les réflexes culturels. Et l'action sur les réflexes culturels, et je reviens à ce qui a été dit plusieurs fois tout à l'heure, ça ne passe que par une seule chose, la formation des patrons, la formation des managers. Un escalier, ça se balaye par le haut. Moi, je vais vous donner juste un exemple qui sera un petit peu en écho à ce que vient de dire M. Bouvier, le benchmark au niveau européen, un chiffre qui va plaire à Alain, bien sûr, et qui va intéresser également la région Bretagne. J'ai reçu très récemment les chiffres d'inscription maritime en Norvège. La Norvège est un grand pays de pêcheurs, vous le savez. Et pour l'année 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, dans les lycées maritimes, donc précisément ceux dont on parle, le pourcentage de femmes inscrites. Gaëlle. Eh bien, vous y êtes. Ce n'est pas 10-15%, c'est 12%. 12% de femmes inscrites au lycée maritime en Norvège l'année 2019-2020. C'est un joli chiffre, Alain, non ?
Alors, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails de pourquoi un chiffre aussi élevé. Moi, ça me paraît élevé, mais c'est quand même très intéressant de voir qu'un pays où les conditions en mer ne sont pas plus clémentes qu'en Bretagne ou que sur le littoral français, il y a un chiffre aussi important. Et ça serait bien sûr, ça nécessite analyse. Hein. Je ne peux pas vous donner à brûle-pourpoint les raisons de ce chiffre élevé, mais ça fait un peu écho à la question de Monsieur Bouvier. Ça serait intéressant de voir un petit peu ce qui se passe dans les pays étrangers. Juste pour vous donner les chiffres, parce qu'on les bat. Formation continue en Bretagne aujourd'hui, chez nous, 15,38% de femmes dans les formations maritimes, mais 1,5% à la pêche, et formation de perfectionnement, 1%. Les femmes rentrent dans ce métier, elles n'y restent pas. Et ça, ce n'est pas le problème des organismes de formation. On a une question. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur l'attractivité des métiers, sur le fait qu'en effet, il faudrait faire plus d'attractivité, étant donné que c'est des métiers bien payés. Alors évidemment, comme le disait Monsieur Pomès, à l'heure actuelle, on est d'accord que c'est pas que l'appât du but du salaire qui est intéressant. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'actuellement, quand même, sur la filière et sur les secteurs pêche-aquaculture, il y a quand même une image qui est bien écornée sur les métiers et sur la filière. Et il y a déjà ce travail qui est énorme à faire sur des gens même qui sont de ma génération, des gens que je côtoie, qui déjà disent « bah non, mais on est encore pêcheurs, pollueurs, on est sur la surexploitation des populations ». Donc déjà, il y a ce premier aspect qui bloque aussi les gens pour venir dans les métiers. Et là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc on essaie, même moi qui suis dans une galpa qui travaille au Pays de Cornouailles, il y a des projets, même au niveau des galpas françaises, on travaille aussi là-dessus. Les comités des pêches sont très engagés sur ça. Le comité national, le comité départemental le sait. Et c'est vrai qu'ils disent qu'il y a un manque aussi de communication. Il faut plus communiquer pour dire, bah non, en fait, il y a des réglementations. On n'est pas que des méchants, comme on peut le faire apparaître. Ça a été bien discuté, notamment aux assises de la pêche. Et il y avait même le monde de l'agriculture qui disait, nous aussi, on a été confrontés à ça, on y travaille aussi. Et je pense qu'il y a aussi ce travail à faire avant de réussir à recruter des gens pour leur dire, bah non, en fait, c'est encore des beaux métiers, il faut venir, en fait. Et le témoignage des jeunes qui a eu lieu aux assises a bien dit, voilà, c'était très intéressant, et c'est des gens comme ça qui peuvent aussi attirer les jeunes. Mais ce qui était marrant sur les femmes et les hommes, il n'y avait que des garçons qui étaient là. Et le discours qui était là était quand même, bon non, nous les femmes, on ne voit pas ce qu'elles viennent faire là-dedans. Donc déjà, on était là, vous êtes jeunes, et déjà, vous avez... il va falloir changer déjà un petit peu votre discours, parce que même vous, vous dites, bon, non, on ne sait pas trop, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, voilà, quoi. Donc voilà, je vais vous dire ça. Merci beaucoup. Juste un mot, alors, rapidement. Alors. Moi, je partage complètement ce témoignage et votre avis. C'est vrai que l'image a été un peu écornée, mais là aussi, l'image qui est renvoyée, elle n'est pas la même selon les générations de pêcheurs et la perception de l'extérieur selon les générations des pêcheurs. Je m'explique. Lorsque j'ai rencontré l'année dernière plusieurs fois, et cette année encore, des jeunes garçons et filles qui avaient choisi ce métier, ce qu'ils mettent d'abord en avant, c'est la nature et l'environnement. Et ils mettent bien sûr également la dimension économique, bien sûr. Parce qu'on fait de l'économie, on travaille sur une ressource sauvage qui est une ressource du vivant. Et si on veut que le métier perdure, il faut protéger les écosystèmes. Et moi, ce que j'ai trouvé remarquable dans ces formations, c'est que ce ne sont pas des formations qu'on prend d'un coup d'un seul. Le matin, on se décide et le soir, on fait le métier. Il faut un assez long apprentissage et des compétences, vous en parliez tout à l'heure, qui sont pointues. Alors, sur la pêche, bien sûr, sur les techniques de pêche, sur les engins, sur les bateaux et sur l'environnement marin, sur les sciences marines, sur les sciences du vivant. Et spontanément, les jeunes que je voyais, il suffisait de leur donner le micro, les laisser parler, ils parlaient d'abord de ça. Moi, j'ai fait une table ronde, c'était à Nantes au début du mois de juillet. Il y avait un jeune patron pêcheur, il avait 22 ans. Et c'est exactement les arguments qu'il utilisait, les mêmes que les vôtres. Et il était très soucieux de l'image de la pêche et de l'image qui était renvoyée de la mer à la terre, c'est-à-dire nous qui vivons à Paris ou ailleurs. Et puis, dernier élément, et ça c'est une parole de femme que je rappelle volontiers, c'était cette fois-ci dans une table ronde où il y avait des femmes, excusez-moi. C'était donc au Salon de l'Agriculture. Et ce qu'elle mettait en avant, alors elle n'était pas pêcheur, elle s'occupait de pisciculture en mer.
Et elle disait, moi le matin, quand je pars en bateau, elle était manager, elle. C'est génial, elle était vers Bonifacio. Elle disait, parce que je prends le bateau tôt, il y a le soleil qui se lève, c'est un métier de pleine nature, je me sens en totale liberté. Voilà. Et ce qu'elle a mis, moi c'est elle qui le dit, moi elle nous faisait rêver quand elle expliquait ça. Et elle-même, elle avait des équipes sous son management. Elle disait, il n'y a aucun problème de management. Je suis manager en mer comme on peut être manageuse à terre. Voilà. Merci infiniment. Peut-être ce qui sera le dernier mot, un mot tout à fait positif. Merci aussi pour votre intervention. C'est vrai que l'image de ces professions a été écornée ces temps derniers, mais sans doute que l'inclusion des femmes dans ces métiers va participer ou devrait participer à modifier l'image. Et l'un abondant l'autre, en fait. Et moi, je donnerais volontiers rendez-vous aux responsables des organisations professionnelles de travailler sur ces questions-là, travailler sur leur image, bien sûr, et sur les questions d'inclusion des femmes dans leur secteur ou les secteurs dont ils s'occupent. Je voulais infiniment remercier les intervenants à cette table ronde, remercier le public également sur un sujet qui est un sujet un peu nouveau, qui est un sujet complexe. On n'a fait que l'effleurer en fait. On n'a pas pu rentrer ni sur un thème ni sur un autre, mais c'est la première réunion de ce type en 25 ans d'ITECMER, et j'espère qu'il va y avoir à l'avenir de nombreuses rencontres et réunions sur ce thème-là, qui est à nouveau un thème complexe, qui est rarement abordé, et qui est peut-être nouveau pour la plupart d'entre vous, mais je pense qu'il faut y croire et que, à nouveau, et j'en suis convaincue, l'inclusion des femmes dans ces métiers va participer à l'amélioration de l'image de ces métiers et de leur performance sociétale, en fait. À nouveau, merci infiniment pour l'ensemble des intervenants, intervenantes. Et puis, très bon après-midi à tout le monde et bon salon ITECMER à tous. Merci.